Alors, bonjour à tous. J'ai pas la même voix que François. Est-ce qu'on m'entend bien dans le son également? Ça va? Oui. Bon, je vais essayer de garder le même ton. Euh, je vais faire une brève présentation. J'étais venu ici il y a 2 ans, 3 ans. Donc il y a des visages que je reconnais, d'autres absolument pas. J'ai pas beaucoup de mémoire, donc il y a peut-être des personnes que j'avais déjà vues, mais que je ne reconnais pas quand même. Donc je m'appelle Didier Giraud, je suis de la région de Bordeaux. Et j'ai lancé mon activité en 2006, sachant que j'ai toujours été médium depuis tout petit. Voilà. Euh, Petit déjà, je captais certaines choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est médium, on n'a pas de télécommande. C'est pas nous qui choisissons les messages qui nous sont adressés. Si c'était le cas, j'aurais une super belle maison sur une île que j'aurais achetée parce que j'aurais gagné au loto. Voilà. Donc, il y a des choses que je veux voir, que j'aimerais savoir, et je ne vais pas forcément avoir l'information. Et il y en a d'autres, je ne demande rien à personne, et ça me tombe dessus, mais c'est pas forcément au moment où je suis disposé. Voilà. Et des fois, je peux être en train de tourner mon jardin, puis tout à coup, je vais recevoir des messages. Ça peut être comme ça. Euh, Depuis que je suis tout petit, euh, je, je capte mes guides. Alors, ce qui est frustrant pour moi, c'est je ne les vois pas, je ne les entends pas. Je les ressens, je les perçois. Donc c'est enquiquinant, pour rester poli, de savoir qu'on sent une énergie, mais de ne pas la voir avec ses yeux, et puis de ne pas savoir ce que cette énergie veut, parce que je ne suis pas télépathe, je n'entends pas ce qu'elle me dit. Par contre, je suis ce qu'on appelle un médium kinesthésique. Tout est basé sur le ressenti. Alors oui, je suis un hypersensible et je suis empathe. Vous connaissez tous l'expression qui dit une image vaut 1000 mots. Vous êtes d'accord? Vous la connaissez cette expression? Dites-vous qu'un ressenti vaut 1000 images. Voilà, quand je ressens quelque chose, je vais ressentir toutes les émotions qui accompagnent. Donc je vais sentir si l'information que l'on me communique est agréable ou désagréable pour la personne qui va l'entendre. Exemple, euh, si je croise une femme, eh ben, je peux percevoir qu'il y a une énergie qui l'accompagne. Pas qui l'accompagne à côté d'elle, ni au-dessus, ni au-dessous, pas autour, mais en elle. Et là, je vais me dire, oh, la dame, elle est enceinte. Alors que ça ne se voit pas, hein. Et ça a été le cas pour une de mes clientes habituelles. Je donnais que son prénom pour réserver l'anonymat. Elle s'appelle Sarah. Elle a l'habitude de me consulter. Euh, Elle est un peu forte. Et ce jour-là, elle s'installe en face de moi et je l'ai regardée et je lui dis, oh, Sarah, vous êtes enceinte? Et elle m'a regardé, elle m'a dit, mais comment vous savez, monsieur Giraud? Je suis enceinte que de 3 semaines. Donc déjà qu'elle était bien portante, même à 3 mois, ça ne serait pas vu, mais 3 semaines, ça ne se voit pas du tout. Voilà. Donc je perçois les choses. Et il y a des fois, il y a des médecins qui peuvent commettre des boulettes. Une fois qu'ils ont le résultat de l'examen, ah j'ai une bonne nouvelle, vous êtes enceinte. Et la dame s'éclate en sanglots parce que c'est pas le bon moment, que moi je peux ressentir si ça va être une bonne ou une mauvaise nouvelle. Voilà. Ça m'a toujours fait ça depuis que je suis tout petit. Tout petit, je me posais pas de questions. J'imaginais pas que j'étais différent des autres. Moi, pour moi, j'étais comme tout le monde. Et tout ce que je captais, tout ce que je percevais, c'était commun à tout le monde. On ne va pas débattre sur la couleur de la table. Tout le monde sera d'accord pour dire qu'elle est blanche, voire crème. Mais voilà, personne ne dira qu'elle est bleue, à moins qu'on ait des daltoniens. Voilà. Là, oui, on va pouvoir débattre. Mais quand quelque chose est logique et à la portée de tout le monde, on n'en parle pas. On va plutôt avoir tendance à parler de choses qui sortent de l'ordinaire pour donner l'information à l'autre. On ne va pas donner une information que l'autre connaît déjà. Donc moi, quand je captais quelque chose, j'imaginais pas que j'étais quelqu'un d'extraordinaire et je ne le pense pas encore aujourd'hui. Il n'y a que ma femme qui le pense. Je plaisante. Je pensais pas que j'étais quelqu'un d'extraordinaire. Non, j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de simple, de basique. Je suis plutôt ouais, simple, humble. Voilà, j'aime les choses simples, les choses naturelles. Euh, bon, ce que je captais, pour moi, tout le monde le captait.
Ce que je ne comprenais pas quand j'étais petit, c'est par exemple un camarade de classe qui me disait: «T'as préparé quoi ta mère pour le goûter pour la sortie jeudi?» Bah, quelle sortie jeudi? Bah, on doit aller à Fontainebleau. Bah, pour moi, non, ça allait être annulé. La maîtresse, elle nous a donné le papier, fallait le faire signer à la maman. Moi, je l'ai fait signer à la maman parce que la maîtresse le demandait. Mais je savais que ça servait à rien, puisque je savais que la sortie, elle n'aurait pas lieu. Voilà, donc bah, moi j'écoutais bêtement, hein. La maîtresse, elle veut qu'on fasse signer, ok. Bon. Peut-être que la directrice a dit à la maîtresse, faut faire signer quand même. Je cherche pas midi à 14 heures. Allez, maman, faut signer, ok. Mais je savais qu'il n'y aurait pas la sortie jeudi. Et le camarade, 2 jours avant, ta mère, elle va te donner quoi pour le goûter pour la sortie? Alors moi, je comprenais pas. Ah bon, il y a une autre sortie? Je n'étais pas au courant. Et il me dit, non, non, la sortie à Fontainebleau. Bah, moi, dans ma tête, c'est, bah, pourquoi ils m'ont pas, puisqu'elle est annulée? Je comprenais pas. Et donc, c'était des langages de sourds. Personne ne comprenait personne. Les autres ne me comprenaient pas moi, puis moi, je ne comprenais pas les autres. Voilà. Euh, et puis, bah, il y a que au niveau du collège, quand je suis rentré au collège, bah, là, j'avais la capacité de savoir si les contrôles allaient avoir lieu. Je savais ce qu'il fallait réviser. C'est-à-dire que quand il y avait des grands contrôles qui portaient sur 5 chapitres, bah, moi, j'avais pas envie de me fatiguer à réviser les 5. Je tournais les pages de mon classeur. Et puis à un moment donné, mon regard est attiré par un paragraphe. Donc j'apprenais que ce paragraphe-là par cœur. Et après, je n'étais pas tiré, alors je commençais à tourner les pages et je faisais simplement avec mes yeux, je regardais en diagonale. Et quand j'étais attiré par un autre paragraphe, je l'apprenais par cœur. Et toutes les questions qui étaient posées sur le contrôle, c'était uniquement sur les paragraphes que j'avais révisés. Résultat, ça me prenait une demi-heure à réviser au lieu de 5 heures. Bon, c'était pratique, c'était utile, j'ai toujours été un gros feignant. Puis bah, un jour, je me suis fait une frayeur. Euh, Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est pour que vous puissiez comprendre que quand on s'adresse à nous, quand l'univers s'adresse à nous, l'univers est toujours juste et ne nous ment jamais. Les messages sont toujours véridiques. Mais notre interprétation, elle n'est pas tout le temps juste. Et un jour, j'étais en train de réviser le soir, je tournais les pages de mon classeur, contrôle de maths, un gros contrôle. Je tourne toutes les pages, hein. J'arrive à la dernière, il n'y a rien qui avait attiré mon regard. Zut, je ne comprenais pas, c'est la première fois que ça m'arrivait. Je reprends tout depuis le début, j'y vais plus lentement, j'essaie de me concentrer davantage, et une seconde fois, j'arrive à la fin, aucun paragraphe n'avait attiré mon attention. Et là, je me suis dit, mais pourquoi ça marche plus? J'ai pas compris. Quand on est habitué à quelque chose d'agréable, qui nous facilite la vie, et qu'il faut retourner à la méthode ancienne, bah, c'est comme si aujourd'hui on vous supprimait la voiture, quoi. Ah, il va falloir y aller en vélo, à pied, en diligence, à cheval. Ça va être beaucoup plus problématique. Là, on va la regretter, la voiture. Ce que tu disais tout à l'heure, il y a une citation qui dit: on ne prend jamais trop conscience de la valeur des choses qu'une fois qu'on en est privé. Bah, du coup, j'ai tout recommencé depuis le début, mais là, il a fallu que j'apprenne par cœur. Il m'a fallu une demi-heure pour la première page, pour l'apprendre par cœur. J'avais 12 pages, 6 heures. Il était 8 heures du soir. Comme je suis un gros feignant, je préférais d'abord m'amuser, réviser après. 6 heures, il est 20 heures. Là, je me suis dit, j'étais en panique. Et dans ma panique, j'ai dit, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche plus? Je vais jamais pouvoir tout réviser. Et là, le message que je capte, la prof sera pas là demain. Ah, mais c'est pour ça! Bah, je risquais pas d'être attiré par quelque chose. Si la prof elle est pas là, il n'y a pas de contrôle. Il y a rien qui pouvait m'attirer. J'ai fermé le classeur et puis bah, je suis allé m'amuser. Je suis allé jouer. Le lendemain matin, je vais quand même au collège, hein. Je vais au collège quand même. J'ai aucune preuve, j'ai pas un mot de la part des professeurs qui atteste qu'il n'y aura pas cours de maths. J'y vais quand même. Et puis bah, du coup, je prends pas mes affaires de maths, ça sert à rien. La prof, elle est pas là. Je suis un gros feignant.
Je ne vais pas porter du poids dans mon cartable alors que ça va être d'aucune utilité. Je suis partisan du moindre effort. Et donc j'arrive au collège, j'attends, je suis serein. Les grilles du collège s'ouvrent, on rentre dans le collège, on va dans le couloir, on attend à côté de la porte où on a l'habitude d'avoir cours. Et puis bah, il y a toutes les classes qui rentrent dans, dans leur classe respective. Et nous, on est la dernière à attendre dans le couloir. J'ai un camarade de classe, il est appuyé contre la porte. Puis à un moment donné, il voit la poignée. Bah, il appuie son coude comme ça pour se mettre à l'aise, sauf que la porte n'était pas fermée à clé. Normalement, elle aurait dû l'être, mais là, ce jour-là, elle l'était pas. Donc en appuyant sur la poignée, bah, la porte s'est ouverte, lui, il est tombé. On a tous éclaté de rire. Mais du coup, au lieu d'attendre bêtement debout dans le couloir, on est rentré, on s'est installé, on s'assoit. Et là, je me rappelle, à l'époque, j'avais un copain euh, qui vient me voir, Walter, il s'appelait. Il était en panique à cause du contrôle. Il me regarde, et puis comme j'étais plutôt bon élève, il me dit Didier, je peux m'installer à côté de toi pour le contrôle? Et moi, j'ai un grand sourire, je suis confiant, puisqu'il n'y a pas de contrôle. Donc, d'une manière complètement détendue, je dis ouais, ouais, vas-y. Mais j'ai un grand sourire. Moi, je m'amuse de voir à quel point il panique, alors qu'il panique pour rien. Lui, il me voit complètement détendu avec le sourire. Bon, bah du coup, ça le met en confiance. Et il s'installe et il me dit t'as bien révisé? Et je regarde, je fais non, pas du tout. Ah ouais, ouais. Donc du coup, il a bugué. Il a tourné la tête à droite, la rangée de droite. Il y avait une fille. Je peux m'installer à côté de toi? Elle lui a dit oui. Il a pris ses affaires, il est parti. J'avais plus personne à côté. M'en fous. La prof est pas là. La porte s'ouvre, la prof. Et là, ma première pensée, la première chose à laquelle j'ai pensé, maman va me tuer. Alors, ma mère, elle rigolait pas avec les notes, hein. Je sais pas révisé, mais qu'est-ce qu'elle fait là? On m'a dit qu'il n'y aurait pas cours, qu'elle serait pas là. Donc qu'est-ce qu'elle fait là? Et la prof, désolée pour le retard, il y a du monde sur la route, elle pose sa veste, elle pose sa sacoche, elle se retourne vers le tableau, elle prend une craie. Bon, vous sortez une feuille, vous écrivez la date du jour, votre nom, votre prénom, la classe. Elle fait un grand 1, elle commence à écrire, et puis à la porte, ça fait. Il y avait une petite lucarne à la porte d'entrée. Je vois la conseillère d'éducation qui lui fait signe. Elle s'approche, elle ouvre la porte, ça chuchote. Elle fait oui de la tête, elle ferme la porte, elle se tourne vers nous, elle dit bon, écoutez, bah, je suis désolé, c'est l'école de ma fille qui vient de m'appeler, elle a une gastro, il faut que j'aille la chercher. On fera le contrôle la prochaine fois. Oui, on m'a dit qu'il n'y aurait pas contrôle parce qu'elle ne serait pas là. Ils n'ont jamais dit qu'elle ne viendrait pas. Elle est venue et elle est repartie. Elle n'était pas là. Tout ça pour vous dire que les messages qu'on peut percevoir sont toujours justes. Mais notre interprétation est faussée. Voilà. Dans toutes les conférences que je fais, je n'ai aucun papier, je ne lis pas de texte, tout est fait sur l'inspiration. Et c'est facile pour moi parce que je ne parle que d'expérience. Ce n'est pas des choses que j'ai lues dans des bouquins, je n'ai pas regardé des émissions à la télé, je n'ai pas regardé d'autres conférenciers, confrères, parler, traiter de sujets. Non, tout dans ma vie est basé uniquement sur mon expérience. Je reçois des enseignements de la part de mes guides, et le dernier en date que j'ai reçu, il remonte à 3 4 ans maintenant, mais tous les ans j'avais un enseignement important, et j'avais toute l'année pour l'intégrer, le travailler, le comprendre. Et le dernier que j'ai reçu a été le plus long. Le tout premier que j'ai reçu dans ma vie a été: si la vie ne t'apporte pas ce que tu souhaites, ce n'est pas parce que tu ne mérites pas, c'est parce que tu mérites mieux. Et nous, parce que tu mérites mieux. Et nous, imaginons un travail. Je travaille dans une société, je fais un travail, et un beau jour, je vois une annonce qui me propose exactement le même travail, mais en tant que chef, davantage de responsabilités, un meilleur salaire, et dans un endroit qui est juste à côté de chez moi. Je me dis: ah, mais c'est parfait ça. Ça fait 5 ans que je fais le boulot, je le connais très très bien, je le maîtrise à la perfection. Mon chef, il s'occupe plus de moi parce que j'avance en roue libre. Donc, je vais me dire, ce boulot, il est fait pour moi. Et je vais vouloir postuler. Et je ne vais pas l'avoir.
je vais mal le vivre. Pourquoi? Parce que dans notre mode de fonctionnement, on ne peut que comparer quelque chose auquel on a accès avec notre vécu. On ne peut pas le comparer avec notre futur. On ne le connaît pas, notre futur. On ne peut que comparer des choses qui existent dans notre conscience, dont le mental a pu appréhender. Les guides, ils ont accès à toute votre vie, de la première naissance, de la première seconde de votre naissance à la dernière seconde. Et ils savent exactement toutes les conséquences des choix que vous allez faire, ce que ça va entraîner. Ils savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. Quand vous voulez quelque chose, vous allez projeter des pensées positives dessus. Quand vous ne voulez pas quelque chose, vous allez projeter des pensées négatives dessus. Et ça va créer une influence sur la suite. Il y a une citation que j'aime beaucoup, que j'avais vue sur Facebook, qui disait « Si c'est important pour toi, tu trouveras tous les moyens pour le réaliser. Si ce n'est pas important pour toi, tu trouveras toutes les excuses pour ne pas le faire. » Rien que cette citation-là, elle en dit très long et elle devrait vous aider à comprendre un peu la motivation des personnes qui vous entourent. Vous proposez quelque chose à quelqu'un. Si la personne vous dit « Ouais, mais ça va être compliqué parce qu'il y a ceci, parce que… » c'est une excuse. Si elle le veut vraiment, elle le fera. Il y a beaucoup de… On vit dans un monde de paraître et beaucoup de personnes, dans le paraître, vont exprimer de l'embarras. Ça les embête. Elles auraient bien voulu, mais voilà, à cause de ça, à cause de telles contraintes, à cause de telles difficultés, on ne peut pas faire les choses. Bah, il y a des fois, c'est juste une question de volonté, de temps. Mais si c'est vraiment important, je ne dis pas qu'on va y arriver, hein, mais on fera tout pour y arriver. C'est-à-dire qu'au moins, on va essayer. Et si une fois que j'ai tout essayé, j'ai pas réussi, là, je pourrais dire, bon, bah, c'était pas possible. Mais si d'entrée de jeu, sans rien avoir essayé, ouais, mais là, ça va être problématique, c'est pas possible parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, si on n'essaye pas, on ne pourra jamais savoir. Le dernier enseignement que j'ai reçu de mes guides, et le plus long, disait la chose suivante, la vérité est expérience. Si tu ne l'as pas expérimenté, tu n'es pas dans la vérité. Si tu l'as vu à la télé, si tu l'as lu dans un livre, si tu l'as entendu de la bouche d'un autre, ce n'est pas une vérité, c'est une information. Et une information n'est pas synonyme de vérité. Deux personnes vivant la même expérience auront deux vérités différentes. La vérité de l'un n'est pas plus ou moins vraie que la vérité de l'autre. Deux vérités ne doivent jamais être comparées. C'est l'enseignement le plus long que j'ai reçu. Habituellement, c'était toujours des phrases très très courtes. Alors j'espère que j'en aurai d'autres, parce que franchement, quand on se prend ça, ça aide à philosopher sur la vie, ça aide à recadrer, etc. J'ai l'habitude de me définir comme un médium passage. Médium parce que je capte l'invisible, je capte des enseignements. Passage parce que quand il faut les mettre en application dans la vie, je réagis avec mon ego. J'ai beau avoir les enseignements, bah, je me fais piéger. Alors, de moins en moins, mais encore trop à mon goût. On est tous là pour travailler. On est tous là pour évoluer, pour apprendre, comprendre. Et notre chemin nous est personnel. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, vous l'entendez de la bouche d'un autre. Moi, c'est de la vérité, je l'ai vécu. Vous, c'est que l'information. Vous devez écouter, mais ne pas croire. C'est ce que je dis à tous mes clients. Tous mes clients qui viennent me voir, je leur dis toujours lors des consultations, il est très important d'écouter tout ce que je dis. Parce que chaque chose que je dis, c'est jamais par hasard. Et tout est important. Mais il est encore plus important de ne pas y croire. Ça peut paraître paradoxal, mais si vous croyez, ça veut dire que vous déposez votre libre arbitre à mes pieds, vous prenez pour argent comptant ce que je vous dis, et vous perdez votre pouvoir divin d'être créateur et acteur de votre vie. C'est un petit peu comme la blague, la blonde qui se trimballe dans la rue, qui voit une pote de banane par terre et qui dit « Ah zut, je vais encore tomber !» Non, en toute logique, on la contourne et les plus intelligents vont la prendre et vont la déposer à la poubelle parce qu'ils vont penser aux autres derrière.
on se dit, si je vous dis quelque chose, pour moi, la voyance, ma définition de la voyance, c'est comme le code de la route. Code de la route, quand vous avez un panneau qui vous indique attention au virage dangereux, limitation à 30, vous allez vous adapter. Vous n'éviterez pas le virage. Mais grâce à l'indication, vous évitez l'accident. Alors que s'il n'y a pas le panneau qui vous l'indique, que vous êtes sur une route de campagne, ballonnée, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça fait 15 km que c'est comme ça en ligne droite. Et c'est limité à 80. Ça monte, ça descend, ça monte. Au bout d'un moment, il y a une espèce de monotonie, d'habitude, de lassitude. Et on ne fait pas gaffe. Et ben, si j'ai pas de panneau et qu'au moment pile poil où ça descend, il y a tout de suite le virage dangereux, mais que j'ai pas été informé, moi, ça fait 15 km que je roule à 80 comme ça, et ben, au moment où ça descend, je vais être à 80 également. Là, je vais peut-être l'éviter le virage, parce que je me prends le fossé. Je n'aurai pas le temps de réduire ma vitesse. La voyance, elle est là pour vous donner des informations sur ce qui vous attend, et vous avez, avec votre pouvoir acteur et créateur, la possibilité de vous adapter. Je ne dis pas, je n'aurai pas la prétention que grâce à moi, vous allez éviter les problèmes, mais vous préparant à l'avance, ça va être plus facile. Je peux vous donner un autre exemple. Si je vous dis prépare ta valise, je t'emmène en voyage, dans votre valise, vous allez amener un petit peu de tout. Vous ne savez pas où je vous amène, c'est une surprise. Alors vous allez prévoir du léger, du chaud, du mi-saison, tout un tas de trucs. La valise, elle va peser lourd. À l'aéroport, ça va coûter plus cher. Si je vous dis je t'amène à Cuba, amène que du léger parce que c'est les périodes de chaleur, bah, la valise, elle va être beaucoup plus légère. On peut se préparer. Voilà pour moi la définition de la voyance. Et la voyance est limitée. Elle est limitée parce que vous avez votre libre arbitre. Un étudiant qui pose la question est-ce que je vais avoir mon bac à la fin de l'année? Moi, je vais regarder qu'il a les capacités intellectuelles, qu'il est bosseur. Je vais voir qu'il apprend vite, qu'il est à l'aise dans ses cours, qu'il n'y a pas d'événement majeur. C'est pas comme si au moment où il passait les études, il avait un accident et qu'il se retrouvait à l'hôpital, ou qu'il y avait un décès dans la famille qui le déstabilisait psychologiquement parlant. Euh, je vois que toutes les conditions sont réunies. Si je lui dis pour moi oui, et qu'après il se dit je l'ai, cool, il se tourne les pouces et puis il va jouer à la console au lieu de réviser, il change la donne. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aura pas, hein, mais il l'aura peut-être avec plus de difficultés. On n'a pas des super pouvoirs. Les médiums, pour ça que je reste simple et humble, on n'a pas des super pouvoirs. On a juste la chance, la capacité de capter des choses. Mais moi, au moment où je les capte, j'ai plein de clients qui me posent cette question-là. Mais quand vous dites ça, vous êtes sûr de vous? Parce qu'ils veulent vraiment que ça se réalise, hein, ce que je dis. Je leur dis non. J'en serai sûr le jour où vous me ferez le retour en me disant que c'est réellement arrivé. Là, je pourrais vous dire je suis sûr. Mais moi, quand je capte, j'en sais rien, c'est qu'une information. Ça deviendra une vérité le jour où vous l'aurez expérimenté. Le thème de la conférence d'aujourd'hui, l'art de la guérison spirituelle par la pensée. Tout commence par la pensée. Qui contrôle vos pensées? Est-ce que vous êtes maître de vos pensées? Je vais vous donner un exemple qui. Je fais tout à l'inspiration, hein, je n'ai pas de notes. Hein. Donc mes conférences, je les amène jamais de la même manière. Là, on me dit de vous citer un exemple qui est tout bête. Si je vous dis. Ouais, mais il faut que je me rappelle maintenant. C'est ça, c'est la différence, c'est le petit décalage qu'il peut y avoir entre l'information que j'ai sous forme de ressenti et après trouver les mots justes. Euh, c'est du style, je vous dis, soyez maître de votre vie. Ne vous laissez pas influencer par les autres. J'ai plus les paroles. En fait, il y a une chanson, la chanson, ça fait euh, prouve que tu existes. Voilà. Bah, si je vous donne les paroles, mais sans la chanson, vous allez automatiquement reconnaître les paroles et vous allez le fredonner dans votre tête. J'ai pris le contrôle de vos pensées.
La société joue de ça. François l'a énoncé tout à l'heure, le Covid. Voilà, 2 années où à la télé tout était anxiogène. On a été dans une ambiance anxiogène. On a tous eu peur. On a pris le contrôle de nos pensées. Moi le premier, hein. Au début j'ai eu très peur. Et je pensais qu'on nous cachait la vérité, qu'il y avait beaucoup plus de morts que ça, que c'était beaucoup plus dangereux que ça, etc. Bon, bah, mes guides, heureusement, ils ont été là, ils ont été présents. Et puis, ils m'ont aidé à me recentrer, en me posant simplement des questions auxquelles je pouvais répondre aisément. Alors que j'étais en pleine panique, ils m'ont calmé et ils m'ont dit: Est-ce que tu es malade? Bah non. En même temps, dans ma tête, bah, je fais ce qu'il faut pour pas être malade. Ils sont cons de poser la question. Très souvent, j'ai l'impression que mes guides, au début, quand ils s'adressent à moi, je ne les comprends pas. Alors je me dis, mais ils sont bébêtes ou ils ont fumé ou... Non, non, mais ils sont toujours pleins de bon sens. Est-ce que tu es malade? Bah non. Est-ce que tes enfants sont malades? Non. Est-ce que ta femme est malade? Non. Est-ce que dans ta famille, quelqu'un est malade? Non. Est-ce que dans tes amis, quelqu'un est malade? Voilà, je pense à mes amis. Non. Sur le plan relationnel, dans tes clients, tes patients, dans les gens que tu croises dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu as déjà croisé quelqu'un malade du Covid? Non. Ça, c'est ta réalité. C'est pour me faire comprendre qu'à la télé, ce n'était pas ma réalité. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais je me rends malade de quelque chose qui existe ailleurs que dans ma réalité. Et le simple fait d'y penser a généré des peurs, des angoisses, des émotions négatives. L'art de la guérison spirituelle par la pensée. Tout commence par la pensée. Une pensée entraîne, génère une émotion. Vous pensez à quelque chose de joyeux, un souvenir agréable, vous allez ressentir la joie. Pourtant, vous n'êtes pas en train de vivre, hein, vous êtes simplement en train de vous remémorer. Mais la joie, elle est présente, elle s'est invitée toute seule. Si vous pensez à un anniversaire avec un copain qui a fait une grosse bêtise et dont tout le monde a rigolé de sa bêtise, c'est un bon souvenir, vous allez avoir le sourire. Et cette émotion agréable qui procure de la joie, elle va aider au fonctionnement de vos cellules, de votre corps, qui va se détendre et qui va mieux fonctionner. À l'inverse, vous pensez à quelque chose, je sais pas moi, quand vous étiez petit, vous êtes tombé de cheval, puis un beau jour, on vous dit, tiens, il y a un truc d'équitation, tu viens, ça te dit, on va le faire. Non, non, moi, j'y vais pas. Parce que vous serez encore imprégné de la fois où vous avez chuté, vous étiez cassé la clavicule, et c'était dramatique, et vous n'avez plus jamais osé remonter sur un cheval. Vous avez encore ce traumatisme-là, ça va vous empêcher de remonter sur un cheval, de revivre l'expérience. Pourquoi? Parce que dans vos souvenirs, vous allez évoquer la peur, la souffrance, la difficulté. Et on en fait un amalgame. On va s'imaginer qu'on sait que ça existe, donc ça peut arriver de nouveau. Quand vous vous réveillez le matin, la mort existe, hein. À n'importe quel moment de la journée, vous pouvez décéder. De n'importe quelle façon. Est-ce que ça vous empêche de sortir de chez vous et de vivre? Non? Continuez de vivre. Apprenez à faire la même chose avec vos pensées. Vos pensées, c'est votre intérieur. Ne vous laissez pas influencer par ce qu'il y a à l'extérieur. Pendant que je dis ça, j'ai une image. C'est comme si j'avais de la neige devant la porte. Il faut que je balaye. Je dégage le passage. Et tout ira bien. Quand vous êtes chez vous, il y a peu de chances que la neige s'invite chez vous. Ou alors c'est vraiment qu'il a neigé énormément et que la toiture n'a pas résisté. C'est compliqué à mettre en application dans notre société actuelle. Tout est fait, ça s'appelle de l'ingénierie sociale. Des psychologues qui travaillent pour voir,
qui étudient nos réactions par rapport à certaines situations et qui font remonter ça aux politiciens avec des méthodes. Et on est manipulé en permanence. Quand j'étais déjà gamin au collège, j'avais mes profs qui me disaient que la télé était un outil de manipulation médiatique. Alors moi, je ne vois pas en quoi on me manipule quand je regardais Dragon Ball Z ou les Cheveux du Zodiaque à la télé. Hein. Et au contraire, j'aurais bien aimé être comme eux, et puis je vois pas en quoi ça manipulait. Donc j'écoutais pas ce que les profs disaient. Pour moi, ils étaient sur notre planète, c'était des aigris, ils n'avaient rien compris de la vie. Ben, maintenant que j'ai l'âge de mes profs, je m'aperçois que non seulement la télé, c'est même plus un outil de manipulation médiatique, c'est devenu carrément un outil de propagande. On vous dit ce qu'il faut penser, on vous dit ce qu'il faut aimer, on vous dit ce qu'il faut acheter, on vous dit ce qu'il faut croire. Et avec la conscience que j'ai, hein, alors je vous ai dit, hein, je ne suis pas un sage, j'ai quand même la capacité de réfléchir. On en revient à l'époque où on brûlait les sorcières sur les bûchers, avec la notion de morale. Ça s'est vu pendant tout le Covid. Vous n'êtes pas vacciné, vous êtes un mauvais citoyen. Mauvais. La morale, c'est basé sur le bien et le mal. Mais qui définit le bien et le mal? Le bien et le mal, c'est complètement arbitraire. Ce qui est bien pour vous, quelqu'un d'autre va dire que c'est mal. Ce qui est mal pour vous, quelqu'un d'autre va dire bah non, c'est bien. Le bien et le mal est une parfaite illusion. Le bien et le mal n'existent pas. Parce que c'est complètement abstrait. Et ça, c'est pareil, c'est un des enseignements que j'ai reçus de mes guides. Un jour, mes guides m'ont dit, pour sortir de l'illusion, cessez de vous laisser influencer par le bien et le mal, faites ce qui est juste. Le bien et le mal, c'est véhiculé par une société bien pensante, qui nous inculque des valeurs. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vous écoutez la maîtresse, vous êtes un bon élève. C'est bien. Vous n'écoutez pas la maîtresse, c'est pas bien. J'ai jamais écouté la maîtresse. À chaque fois, sur mes bulletins, Didier a la tête en l'air, il ne sait pas se concentrer. Oui, madame, mais aujourd'hui, à 49 ans, je peux dire, mais je suis médium depuis que je suis tout petit. Alors, entre la maîtresse qui me parlait et puis tout ce que je pouvais capter, percevoir, les messages que je recevais, moi, c'est comme si j'avais 15 personnes qui me parlaient en même temps. Et ce que j'écoutais, ça s'adressait à mon cœur. Ça ne s'adressait pas au mental. La prof, elle voulait nous inculquer des leçons, il fallait être concentré, il fallait apprendre. À quoi ça m'a servi? Levez la main. Qui se rappelle du théorème de Pythagore? Levez la main. Donc vous êtes tous des mauvais élèves. Tout ça pour vous dire qu'à l'école, on nous apprend tout un tas de choses qui viennent nourrir le mental. À quel moment on vous apprend à l'école à être à l'écoute de votre cœur? À quel moment? Est-ce qu'il y a des cours d'empathie? Est-ce qu'il y a des cours de générosité? Est-ce qu'il y a des cours de méditation? Se recentrer sur soi? Être à l'écoute des autres? Non. On est élevé, on est conditionné pour la compétition. Il faut être le meilleur élève. Et vous n'êtes pas un bon élève, bah vous êtes critiqué. Mes guides m'ont un autre enseignement de mes guides. Je l'ai beaucoup aimé celui-ci. Il disait la chose suivante. Ce qui importe, ce sont tes intentions et tes actions, pas le résultat. Le résultat dépend d'une multitude de facteurs dont tu ignores totalement l'existence. Et dans quelle société on vit, on focalise sur le résultat. Vous passez 10 heures de votre temps à préparer quelque chose, le résultat n'est pas à la hauteur, on vous condamne. Vous avez mal fait votre travail. Non, vous avez pu bien faire votre travail, vous êtes investi, vous y avez consacré 10 heures de votre temps. Le résultat n'est pas à la hauteur de ce que quelqu'un attendait, bah pour lui, vous n'avez rien fait. Et vous, après, vous allez vivre avec la culpabilité de ne pas avoir fait suffisamment bien. Bien? J'ai dit quoi tout à l'heure? Le bien, le mal, c'est complètement illusoire. Vous ne faites jamais bien, vous ne faites jamais mal. Vous devez être à votre écoute et faire en fonction de vous. Quand vous faites la déco chez vous, la déco, vous la faites pour vous ou vous la faites pour les gens qui vont venir? Vous devez la faire pour vous. Tout dans votre vie, vous devez toujours faire les choses en fonction de vous, en priorité. Je ne dis pas qu'il faut ignorer les autres, mais en priorité, ça doit être fait en fonction de vous.
Sinon, vous êtes dans le sacrifice et vous allez passer une vie de sacrifice à toujours faire les choses pour les autres. Et à quel moment vous êtes réalisé? Jamais. Parce que même en vous donnant à fond pour les autres, il y aura toujours une personne qui sera mécontente, qui ne sera pas satisfaite. Et vous aurez toujours le sentiment de ne jamais donner assez, de ne jamais faire assez. Quand vous faites les choses pour vous, eh ben, il y a au moins une personne qui est contente. Vous. Une année, quand j'ai emménagé avec mon ex-femme, j'avais un appartement, on a décoré l'appart selon nos goûts, etc. Et mon ex-femme, elle a une grand-mère. Elle passe son temps à tout critiquer, jamais assez bien. Il n'y a que elle qui est la meilleure. Et c'est tellement la meilleure qu'elle est persuadée que le jour où elle va décéder, elle va aller tout droit au paradis. Le paradis, c'est basé sur la simplicité, pas sur l'ego. Un jour, donc, on a toujours fait en sorte que ça se passe bien, qu'elle soit contente. Elle a toujours eu des mots désagréables dans la bouche. Ah, mais moi, j'aurais fait ceci. Ah, mais ça, c'est pas bien. Non, mais il fallait faire comme ça. Bon, au bout d'un moment, j'ai compris que c'était une éternelle insatisfaite et j'ai arrêté de me fatiguer à faire en sorte que ça lui soit agréable. J'ai fait les choses en fonction de moi. Et comme elle n'est jamais contente, j'avais très bien compris qu'elle avait des goûts de chiottes. Voilà. Et un jour, elle est arrivée à la maison, elle a dit: Ah, j'adore votre déco. Ah, bah, ça m'a fait mal. Comme il n'y avait que du négatif qui sortait de sa bouche et qu'elle avait des goûts de chiottes, le jour où elle a dit: J'adore votre déco, mon ex-femme et moi, on s'est regardé. Ah, bah merde, alors on va tout refaire. Voilà. Bon, on n'a pas tout refait, on a gardé, mais ça nous avait choqué. Pourquoi? Parce qu'on n'avait jamais eu l'habitude d'avoir un compliment ou un mot agréable sortant de sa bouche. Il y a des gens, ça sert à rien de chercher à leur faire plaisir ou à leur plaire. Il faut que vous fassiez les choses en fonction de vous. Tout commence déjà par vous. Et la première chose qui vous appartient, vos pensées. C'est facile de prendre le contrôle de vos pensées. À quoi vous pensez quand je fais ça? Il y a une chanson. Alors moi, je ne parle pas anglais, mais voilà. Après, il y a toutes les pubs hein, à la télé. Hein. Chez Casto, il y a. Voilà. Mais il est fou. C'est facile de prendre le contrôle de vos pensées. Donc, il est important, il est urgent de se recentrer sur soi. D'arrêter de vous laisser influencer par ce que peuvent dire ou penser les autres. C'est très important. Je vous ai dit tout à l'heure, une pensée génère une émotion. Sauf si, à un moment donné, vous discutez avec quelqu'un, on est à la même soirée, s'il dit « Ah, j'ai adoré les tapenades qu'elle nous a préparées », vous, ça ne vous a fait ni procurer du plaisir, ni l'inverse, bah, vous allez y repenser, vous dire bah, sans plus, quoi. Mais une pensée est rattachée à une émotion. Et une émotion a une influence sur votre corps physique. Et à force de cultiver des pensées négatives, vous entretenez des émotions négatives. Et le corps, quand il a des émotions négatives, il est en panique, il angoisse, il y a des poussées d'adrénaline qui augmentent le rythme cardiaque, la respiration. Alors, c'est très sain hein, d'avoir ces montées d'adrénaline pour nous protéger de réels dangers. Mais quand les dangers sont illusoires et qui sont entretenus dans la vie de tous les jours, bah vous avez votre métabolisme qui fonctionne à fond alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc vous vieillissez prématurément, vous créez des maladies. On angoisse. Quand on angoisse, qu'est-ce qui se passe? L'estomac, c'est le deuxième cerveau. L'estomac, il a deux fonctions. Sur un plan terrestre,
il va digérer les aliments. Sur un plan énergétique, il est là pour digérer les émotions. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez une émotion qui est lourde, ça vous coupe l'appétit. Ou alors, à l'inverse, une émotion qui va vous procurer une peur avec une sensation de vide immense, vous allez vous mettre à manger, comme si on cherchait à combler la peur. Vous stressez votre organisme, il va moins bien fonctionner. L'art de la guérison spirituelle par la pensée, parce que tout commence par la pensée. Et pourquoi l'art? C'est pas moi qui ai choisi le titre, hein, c'est les guides qui me l'ont donné. Parce que comme tout art, ça se travaille. Et quand on crée quelque chose, quand on fait de l'art, c'est pas vite fait bien fait, hein. Ça prend du temps. Et il faut être inspiré, il faut être connecté. Et guérison spirituelle, parce que le corps physique tombe toujours malade en dernier recours. Quand votre corps vous dit j'ai mal là, ça veut dire qu'auparavant, vous n'étiez pas bien sur le plan émotionnel. Et encore auparavant, vous n'étiez pas bien sur le plan psychologique. Et que encore auparavant, vous n'étiez pas bien sur le plan énergétique. Mon boulot ne me plaît pas. J'aime pas mon boulot. Bah oui, mais il faut travailler. Si je vais plus bosser, j'ai plus de revenus. Donc je me force à faire quelque chose que j'aime pas. J'y vais à reculons. Je m'écoute pas. À force de ne pas vous écouter, vous n'existez même plus pour vous-même. Et un beau jour, vous vous réveillez le matin et on n'a plus envie de rien. Et vous faites une crise de dépression, un burn-out. On a donné toute l'énergie qu'on pouvait à quelque chose qui ne nous convenait pas. Reprenez le contrôle de vos pensées. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit d'autre que vous-même. Aujourd'hui, tout ce que je vous dis, c'est ma vérité. Pour vous, ce ne sont que des informations. Je ne vous dis pas de croire en tout ce que je dis. Simplement, il y a des choses qui vont faire écho en vous, qui vont résonner. Vous dire, ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Ça veut dire que ça fait partie de votre vérité. Je n'ai fait que réveiller quelque chose en vous. Il y a certaines choses que je dirais, vous direz, bah non, là, je ne suis pas d'accord. C'est votre vérité. Vous ne laissez pas influencer par ce que je dis. Voire même, je vous mets au défi de me prouver le contraire. En vous mettant au défi de me prouver le contraire, ça vous forcera à expérimenter d'une façon différente de la mienne, mais au moins, ça vous permettra d'être dans votre vérité à vous. Et vous reprendrez le contrôle de votre vie. On nous a manipulés pendant des années, des siècles, hein, même. C'est pas d'aujourd'hui, hein, il n'y a pas que notre société moderne actuelle, hein, mais pendant des siècles, on nous a dit ce qui était bien et on nous a dit ce qui était mal. C'est bien d'aller à l'église le dimanche matin, vous irez au paradis. Vous n'allez pas à l'église le dimanche matin, vous irez en enfer. Malheureusement, ça, je l'ai vraiment entendu. Le cousin de mon ex-beau-père, euh, alors quand on fait le catéchisme, on passe, je ne sais pas trop quoi, il y a la communion, enfin je sais pas trop quoi. Et lui, le cousin de mon ex-beau-père, avait deux garçons qui avaient fait leur catéchisme et il passait quelque chose. On était invités, on y est allé. Et le prêtre qui était là, il a commencé son serment en disant j'aimerais que nous fassions une minute de silence et que nous prions pour ces pauvres âmes qui ne viennent pas à l'église le dimanche matin et qui seront condamnées à l'enfer. Voilà, je l'ai entendu. Alors, je dis pas, je crache pas sur l'église, je dis pas que tous les prêtres sont comme ça. Le prêtre, c'est avant tout un homme et chaque personne a ses propres pensées. Il est très important de faire attention à ce qu'on laisse rentrer à l'intérieur de nous. Il ne faut pas faire de ces pensées des vérités absolues et universelles. Un jour, mes guides m'ont montré une montagne. Ils m'ont dit la vérité, c'est le sommet de la montagne. Il existe autant de chemins qui mènent à cette vérité que d'êtres humains sur Terre. Ça veut dire que nous avons chacun notre chemin. Mais on a tous la même destination. Mais votre chemin n'est pas le mien n'est pas le vôtre. Des fois, on aura des parcours similaires, identiques, jusqu'à un embranchement, un carrefour. Nos vérités s'aligneront, mais vous serez dans votre vérité, je serai dans la mienne.
mais on se retrouvera au sommet de la montagne. Et après, on pourra comparer. On pourra dire, oh, mais t'es passé par là, toi? Mais tu t'es pris la tête, c'était plus facile pour moi en passant par là. Oui, mais moi j'ai des grandes jambes. Donc si à un moment donné, je sais pas, moi, je suis à flanc de montagne et puis il y a une corniche et il faut faire un grand pas pour passer la corniche avec mes grandes jambes, je vais pouvoir. Ma femme qui m'a fait 1,62 m, 3, 63. J'aime bien, je dis, ma femme qui fait 1,62 m, elle me dit 3. Elle n'a jamais été douée en maths. Un jour, elle m'a dit, il y a 3 matières que je détestais à l'école, les maths et l'anglais. Non, elle n'a jamais dit, c'est une blague. Euh, donc, on a tous notre vérité. Le tout, c'est de ne pas chercher à en faire une vérité absolue et universelle. Là réside le danger. Parce que du coup, je vais vouloir que tout le monde se comporte comme moi. La définition de l'égoïsme, qu'est-ce que l'égoïsme? Beaucoup de personnes s'imaginent que quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui. Non, c'est faux. Quelqu'un qui pense à lui, c'est quelqu'un de respectueux de lui-même. C'est quelqu'un qui est à son écoute. Ce n'est pas de l'égoïsme. Le véritable égoïsme, c'est quand vous imposez votre volonté aux autres, au détriment de leurs désirs. Exemple, j'ai envie d'aller à la plage. Il fait beau. Je suis avec un groupe de copains. Je propose l'idée d'aller à la plage. Il y en a 3 qui sont d'accord sur les 5. Moi qui ai donné l'idée, on est 4. Et il y a le 5e, ouais, mais la plage c'est loin, il faut mettre 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir. Il fait beau, mais il y a un petit peu de vent. Alors, avec le vent sur la plage, il risque de y avoir davantage. Ça va être chiant. Vous voulez pas qu'on se fasse un parc plutôt? Et moi, je vais être dégoûté parce que, bah non, j'ai envie qu'on aille. Je veux dire, non, bah, c'est bon, arrête. On est 4 sur 5 à vouloir aller à la plage. Et dans les 4, enfin dans les 3 autres, il y en a un qui va dire, ah, mais c'est pas mal non plus le parc. C'est vrai, il y en a un qui est juste à côté. Au moins, on y sera tout de suite. Si je me mets en colère et que je dis à celui qui a eu une idée contraire à la mienne en disant, tu fais chier Seb, t'es toujours en train de, t'es jamais d'accord avec tout le monde, tu penses qu'à toi, t'es égoïste. Le véritable égoïste, c'est moi. Parce qu'en fait, je suis en train de le manipuler, je suis en train de le culpabiliser pour le forcer à adopter mon point de vue, pour qu'on aille tous à la plage. C'est ça le véritable égoïsme. À l'inverse, si je suis à mon écoute, que j'ai vraiment envie d'aller à la plage et que je suis respectueux de chacun, je peux très bien dire, bon bah écoutez, faites ce que vous voulez, si vous voulez aller au parc, allez au parc, moi ça me tente bien la plage, donc je préfère y aller. Et si quelqu'un me traite d'égoïste, en fait c'est un petit peu comme les cours de récré. Quand on était petit, c'est celui qui dit qui est. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand on vous accuse de quelque chose, bah, demandez-vous le pourquoi la personne vous accuse de cette manière-là. La vérité se situe très souvent entre moi et la personne à qui je m'adresse. Quand je vais dire à quelqu'un tu es trop ceci ou pas assez cela, si je lui dis tu es trop égoïste, comment je peux dire qu'elle est trop égoïste? Pour juger quelque chose, il faut que j'ai un point de comparaison. Quand vous jugez quelqu'un, le point de comparaison, c'est vous. Tu es trop égoïste. C'est-à-dire que vous n'êtes pas autant que cette personne-là. Vous prenez vous en référence. Mais vous n'êtes pas à la vérité absolue universelle, la personne non plus. Raison pour laquelle mes guides m'ont dit, la vérité est souvent entre toi et la personne envers qui tu t'adresses. À l'inverse, tu es trop généreux. Ça peut me déranger. La personne est généreuse avec tout le monde, moi pas. Bah, du coup, je suis dans la comparaison. J'ai l'impression que j'en fais pas assez, mais je peux pas parce que mes moyens ne me permettent pas. Ça va me déranger et je vais dire à la personne, oui, mais arrête là, parce que tu es trop généreuse, les gens vont abuser. Alors qu'en réalité, bah, tu es trop généreuse. Si elle a les moyens, que ça ne lui coûte rien et qu'elle fait du bien autour d'elle, pourquoi ça me dérangerait? Encore une fois, dans mon système de pensée, c'est-à-dire que je ne pense pas à moi, je pense à moi et à l'autre. Donc je suis dans la comparaison. On n'a pas à comparer.
Quelque chose vous plaît, faites-le. Arrêtez d'avoir peur du regard des autres. Quelqu'un arrive derrière en critiquant et en se moquant, ne vous vexez pas. Il a le droit d'être con. Les goûts, les couleurs ne se discutent pas. Il a le droit d'être méchant, il a le droit d'être maladroit. Le principal, c'est que vous ayez fait quelque chose qui vous ait plu à vous, qui vous nourrisse. Cultivez des bonnes pensées. À un moment donné, j'en ai marre de la société dans laquelle on vit, où je vois que tout devient de plus en plus négatif et tout n'est que de plus en plus manipulation. C'est compliqué d'être consciemment ouvert, de constater toutes ces manipulations, voir où est-ce qu'ils veulent nous amener, et puis ils y arrivent très très bien. Hein. Mais ça fait des années que je me rends compte. Quand j'étais jeune, il y a toujours eu des manifestations hein, dans les rues. Je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'étais petit, j'étais à l'école, il y avait des manifestations, des gens qui défilaient dans la rue avec des pancartes «On veut du travail». Les gens voulaient travailler. Ils demandaient à avoir du travail. Il y a quelques années en arrière, pendant la crise des Gilets jaunes, on veut du pouvoir d'achat. C'est des gens qui travaillaient, qui descendaient dans la rue parce qu'ils n'arrivaient pas à gagner leur vie correctement. C'est des gens qui travaillent, mais qui sont à la base de la société, la base de la pyramide, qui ont le strict minimum, le SMIC. La vie qui augmente, les salaires qui gèlent, on augmente le SMIC de 0,5% pendant on subit une inflation de 4%. Ils font comment pour s'en sortir, ces gens-là? Ils n'arrivent plus à vivre, ils n'arrivent plus à faire vivre correctement leur famille. Il y en a qui se privent de manger. Et vous imaginez la décadence? Quand j'étais gamin, les gens, on veut du travail. Ils n'avaient pas de travail, ils voulaient du travail. Et maintenant, c'est des gens qui travaillent. Des gens qui travaillent sont au même point que des gens qui n'avaient pas de travail à l'époque. Elle est où la fraternité, la solidarité là-dedans? Moi, j'étais solidaire de la souffrance. Je suis allé manifester avec eux. C'est pas comme ce qu'ils ont dit à la télé, hein. C'est pas des chômeurs hein, qui ont demandé du pouvoir d'achat. Les gilets jaunes, ils ont été salis à toutes les sauces. Ça a été des homophobes. On les a traités d'homophobes. En quoi réclamer plus de pouvoir d'achat, c'est homophobe? Ensuite, on les a traités d'antisémites. Il fallait casser le mouvement, il fallait le salir. Ils ont influencé sur la pensée de tout le monde en montrant des images spécifiques, une partie de la vérité, pas toute la vérité, hein, mais une partie. Et après, ils ont montré ça aux infos à la télé. Ah, les gilets jaunes, ils sont violents, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Non, moi j'y étais, j'ai vu ce qui s'était passé. Mais encore une fois, la vérité est expérience. Je l'ai expérimenté, je sais de quoi je parle. Mais la personne qui travaille toute la journée, qui rentre le soir à la maison, qui regarde les infos et qui voit des images choquantes, oh, non mais ils sont cons ces gilets jaunes. Bah oui, mais vous avez été influencé par la télé. On ne vous a pas dit toute la vérité. Je vous donne un exemple, tout bête, hein, de manipulation, dans le même style. Hein. Ah bah, euh, il y a un mois, j'étais à Fillinges, j'ai donné une conférence à Fillinges. Ça se déroulait dans un cinéma. Il n'y avait plus un siège de libre. Bah depuis, je m'amuse à dire, je me suis produit au cinéma, j'ai fait ça le comble. Tout le monde est étonné, ah bon, t'as joué dans quel film? Voilà, je dis la vérité, mais pas toute la vérité. Je dis une partie de la vérité, je n'ai pas menti. Et après, je vous laisse, vous, dans votre raisonnement, je vous laisse imaginer. Il faut arrêter de se laisser influencer. On est constamment manipulé. Et ça nous rend malade. Ça crée vraiment une situation terriblement anxiogène. Et dans l'anxiété, bah, vous ne pouvez pas construire. Ce que vous allez construire dans votre vie, ça va être bancal. Ou alors, il faut vraiment avoir une foi inébranlable. Mais pour avoir une foi inébranlable, c'est faire confiance en l'univers, en Dieu, en nos guides, en notre âme, c'est-à-dire en nous, à tout ce qui se passe à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Par rapport à la pensée, elle fait des choses incroyables. Vous avez tous déjà entendu parler de la pensée créatrice. Bah, si vous saviez.
On est encore loin de la vérité, hein. Et tout ça, j'ai expérimenté. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu un accident de scooter avec un camarade, enfin, un copain. Le scooter, il était à son frère. Mon frère avait eu un joli scooter rouge pour son Noël. Frangin n'était pas là. La mère était occupée, le père était au travail. Le copain qui habitait juste au-dessus de chez moi, il vient me voir et puis il me dit ça te dit un tour de scooter? Oh ouais. Hop, on prend le scooter, on sort, on remonte la route. Alors moi, ma mère, elle habitait dans l'immeuble au rez-de-jardin, de ce côté-là. Et puis lui était juste au-dessus, mais en décalé. Et son balcon, c'était rez-de-chaussée, de ce côté-là. Et la route, elle faisait ça, comme ça. Donc, je regarde si ma mère n'est pas devant le balcon pour pas nous griller, parce que ma mère était très copine avec sa mère, et elle savait que le scooter était à Franck, et non pas à Christophe. Donc, on remonte, et puis bien évidemment, après, je regarde au niveau du balcon de sa mère à lui, pour m'assurer qu'elle n'est pas sur le balcon, pour pas qu'on se fasse griller. Et au moment où je tourne la tête, je vois que lui aussi regardait. Et quand on a tourné la tête tous les deux, là on se retrouve, il y avait une Alfa Romeo rouge qui était garée, la portière passager avant ouverte. Et on se dirigeait en plein dessus. Il a décalé, il y a le tranchant de la portière qui a frôlé le scooter. Oui, mais moi je suis à l'arrière. Et à l'arrière, j'ai les pattes à l'extérieur. Ah, j'ai mon tibia, il a fait un bisou à la portière. Alors bien évidemment avec le choc, bah, j'étais projeté en arrière. Moi, j'étais agrippé à Christophe, projeté en arrière, je serre encore plus. Lui était agrippé au guidon, mais il est projeté en arrière. Mais projeté en arrière, bah, du coup, le scooter, lui, il a continué d'avancer. Et en plus de ça, projeté en arrière, bah, lui, il a agrippé à ce qu'il pouvait, et puis bah, par réflexe, il a accéléré hein, sur la poignée. Le scooter, bah, il a fait une roue arrière, et puis pouf, il n'a pas eu la force de le retenir, donc le scooter en roue arrière, il a fait boum, boum, plus de scooter. Euh, on se relève tous les deux, et là, au moment où je me relève, oh, j'ai un mal terrible dans la jambe. J'ai l'impression que de mon talon jusqu'en haut, euh, comme si tous mes os avaient été fracturés à l'intérieur. J'ai une douleur abominable. Donc, je marche en boitant. Dès que je pose le pied, mais même les doigts de pied, hein, que ce soit j'avais surtout mal au niveau du talon, mais même au niveau des doigts de pied, j'avais mal. Je me suis assis en tailleur, j'ai fermé les yeux, je me suis concentré sur ma respiration et j'ai dirigé ma pensée là où j'avais mal. Je faisais du karaté à l'époque, donc je ne sais pas comment j'ai fait. Je fais tout à l'inspiration. J'ai pas de technique, mais tout m'est donné parce que je m'ouvre. Donc je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je sais simplement que j'ai respiré calmement. Et une fois que j'ai retrouvé mon calme, euh, je pourrais pas le décrire. Enfin, c'est ça qui est compliqué à la formulation, trouver les mots pour expliquer les sensations que j'ai pu avoir. Euh, c'est comme si j'avais enveloppé la douleur et que je l'avais concentré en juste un petit point jusqu'à ce que pouf, ça disparaisse. Je me suis relevé, plus mal. Je pouvais marcher normalement. Ouf, ça va. Bon, on va chercher le scooter. Le gars qui avait laissé la portière ouverte, il se ramène en hurlant. On avait bousillé son Alfa Romeo, il ne pouvait plus fermer la porte. Il était coincé. Donc, il nous a engueulé. Ouais, je vais aller voir vos parents, vous allez payer. Bon. En même temps, il a laissé une porte ouverte côté route. Nous, on n'avait pas passé le code, on n'y connaissait rien. Il a dit qu'on était au tort. Bon, en même temps, c'est un peu vrai. Hein. On ne regardait pas la route ni lui ni moi. Du coup, bah, moi, je rentre chez moi. Lui, il ramène le scooter et puis il rentre chez sa mère. Et quand j'arrive chez moi, ma mère n'est pas là. Je demande à mes frères et sœurs, ah, bah, elle est chez Cathy. Ah, bah, justement, chez la mère du copain. Donc je monte, on rentre tous les deux en même temps. Euh, il voit notre tête, enfin, elle voit notre tête. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a Christophe qui explique, bah, j'ai emprunté le scooter de Franck et j'ai eu un accident avec. Ah, il se fait engueuler. Moi, ma mère, elle me regarde, mais ça va, vous allez bien? Ouais, 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 ouais.
Et là, elle me regarde mon pantalon, elle me dit ton pantalon qui est déchiré. Je dis bah, il n'est pas déchiré. Je regarde, oh, il était déchiré. J'étais dégoûté. C'était un samedi matin, à l'ouverture d'Auchan. J'avais rejoint mon père à Auchan et il y avait des jeans Lee en promo. J'avais dit à mon père, papa, il m'a dit allez, vas-y, prends-le. Et 1 heure et demie après, l'accident avec le scooter. Donc le jean, il a été intact 1 heure et demie. Un jean tout neuf, déchiré. J'étais dégoûté. Et ma mère, elle me dit, mais en dessous, ça va comment? Je dis, non, non, t'inquiète, ça va. Elle fait, t'es sûr? Oui, 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 oui. Elle me dit, parce que autour de la déchirure, on dirait que c'est mouillé. Je dis, oui, mais ça, c'est quand on est tombé en me redressant, j'ai posé la jambe par terre. C'était mouillé un petit peu par terre, donc c'est normal. Puis on continue de discuter. Lui, il explique un petit peu l'accident, comment il est arrivé. Et puis ma mère, elle me regarde de nouveau, elle me dit, mais c'est bizarre là, ton truc mouillé autour de ta déchirure, j'ai l'impression que ça grandit. Je regarde, je dis, mais non. Elle fait, soulève ton pantalon. Je dis, maman, ça va. Elle dit, soulève ton pantalon. Je dis, maman, ça va. Et là, pour lui prouver que ça va, je lui ai dit, je faisais du karaté à l'époque, je me mets à faire des mouvements de karaté. Maoshigiri, Magiri, Yokogiri, je tape du talon par terre, je fais un grand boum boum boum. Je lui dis, si j'avais quelque chose à la jambe, je ne pourrais pas faire ça. Bon, elle est rassurée, ok, je suis convaincant. On continue de discuter, puis au bout d'un moment, elle me dit, non mais attends, ça s'est encore agrandi ton truc, donc je suis désolé, mais c'est pas de l'eau. Elle insiste pour que je soulève. Alors là, je soulève et je dis, maman, ça va, et je soulève. J'avais des chaussettes blanches. Bah, celle de droite, elle était rouge de sang. J'avais la chaussette qui baignait dans le sang. En fait, j'avais le tibia ouvert sur 5 centimètres, une ouverture, hein, et puis ça sent. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai passé la douleur. Je ne sais pas comment j'ai fait. Maintenant, je dois vous avouer que si j'avais regardé, que j'avais vu que la peau était déchirée, on voyait le tibia, hein. Si j'avais vu ça, je ne crois pas que j'aurais été en capacité de me dire non, j'aurais jamais réussi. J'ai pas vu ce qu'il y avait. Simplement, j'avais mal. Je me suis simplement concentré uniquement sur les données que j'avais, la douleur. Comme ça, j'ai pas pu être influencé parce que mes yeux auraient pu voir. Plus petit encore, je devais avoir 7-8 ans. Mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans. 7-8 ans, on part. Est-ce que c'était vraiment 7-8 ans? Bon, peut-être un petit peu plus, je sais plus. On part en vacances chez ma grand-mère, au mois d'avril, vacances de Pâques. On est là depuis 2 jours seulement. Ma sœur commence à avoir de la fièvre, elle commence pas à être bien, puis elle se gratte, elle se gratte, elle se gratte. Elle était comme ça. Voilà. Et quand on a enlevé les vêtements, elle était rouge de boutons. Bon, bah, mon père a appelé ma mère a dit, bon, bah, ramène-la moi. Du coup, mon père m'a dit, bon, bah, allez, on range vos affaires, je vous ramène chez votre mère. Moi, j'ai dit à mon père, mais non, moi j'ai rien, je veux rester ici. Mon père, si ta sœur elle est malade, il y a des chances qu'elle t'ait contaminé. Bon, bah, du coup, mes vacances étaient gâchées. J'étais en colère contre ma sœur. La pauvre, elle y était pour rien, mais quand on est gamin, on ne réfléchit pas. On rentre chez ma mère appelle le médecin vient à la maison, bon, bah, la rougeole. Une semaine après, ma mère rappelle le médecin vient, ma sœur Sophie, pleine de boutons, rougeole également. Une semaine après, ma mère rappelle le médecin, et mon autre sœur Betty, qui était bébé, pleine de boutons, la rougeole. Il ne restait plus que moi. Le médecin se tourne vers moi, il me dit, bon, bah, pendant une semaine. Et moi, dans ma tête, on m'avait gâché mes vacances. Et dans ma tête, j'avais dit, non, j'aurai pas la rougeole. J'étais décidé. Hors de question que j'ai la rougeole. Je l'aurais pas. Mais il est parvenu. J'ai jamais fait la rougeole. Il n'y a que à la reprise des cours, il y a qu'à la reprise des cours, où là, je m'étais dit, ah, mais finalement, si j'étais malade, je resterais à la maison. Et là, je me suis dit, bon, bah alors, je veux bien la voir. Bah, non, j'ai eu 2 boutons qu'on poussait, mais c'est tout. Voilà. Donc, j'ai pas fait la rougeole. À l'âge que j'ai maintenant, si jamais je la chope, je vais douiller. Parce que quand on est adulte, c'est beaucoup plus dangereux que quand on est gamin. La pensée, on peut faire énormément de choses avec. Mais vraiment énormément.
vous avez des croyances limitantes. Ces croyances limitantes définissent vos limites et vous n'irez pas au-delà de vos limites. Délivrez-vous de ces croyances limitantes. Je vous ai dit, cultivez des pensées positives. En 2011, lorsque mes guides m'ont annoncé que je serais amené à faire des conférences partout en France, que ça commencerait par Avignon, que dans un délai de 2 ans, je ferai des interviews radio, que dans un délai de 5 à 7 ans, on me demanderait d'écrire un livre et que je ferai 3 ou 4 passages à la télé, j'ai explosé de rire. J'ai dit non, mais alors là, n'importe quoi. Et même moi, je me suis dit, je ne sais pas où le médium il a branché ses antennes, mais alors là, c'était pas le bon truc. J'ai grillé mes antennes, j'ai capté n'importe quoi, c'était pas pour moi. J'y ai pas cru. Mais quelque part, ça avait flatté mon ego. Parce que si vraiment je fais tout ça, ça voudra dire que j'ai quand même une belle notoriété. Et j'avais dit à mes guides, je ne ferai rien pour que ça arrive, mais si vous mettez ça sur mon chemin, je relève tous les défis. 10 jours après, ça se réalisait. Un monsieur m'appelait pour me parler de conférence, il voulait savoir si j'étais intéressé. Je lui dis, alors là, c'est incroyable, vous confirmez le message de mes guides que j'ai reçu il y a seulement 15 jours. Il me dit, comment ça, racontez-moi. Je lui ai tout raconté, et je lui dis au monsieur, ils m'ont même dit que ça commencerait par Avignon. Et là, j'entends au téléphone un ah. Il dit, alors là, écoutez, c'est incroyable. J'ai sous les yeux les coordonnées de l'association Les Roses à Avignon. Je voulais vous faire commencer par elle, mais j'attendais un signe. Ils vous m'ont donné un. Sauf que, là où je veux en venir, c'est que moi, je n'avais pas compris que ce monsieur me proposait de faire des conférences et de la médiumnité spirit. Moi, je faisais de la médiumnité avec les vivants. Je me connecte à leurs âmes, à leur énergie, et je leur parle de leur incarnation. Mais je ne fais pas de la médiumnité spirit, rentrer en contact avec les défunts. Et ça, je n'avais pas compris. Et c'est au moment de raccrocher, le monsieur me dit, écoutez, monsieur Giraud, j'étais ravi de cet entretien. Je vais vous laisser. J'appelle immédiatement Michel Sicard, le président de l'association Les Roses à Avignon, qui sera ravi de compter un nouveau médium parmi nous pour entrer en contact avec les défunts. Et là, quand j'ai entendu ça, j'ai ouvert la bouche pour lui dire non, stop, attendez, on ne s'est pas compris. Moi, je ne touche pas à ça, je ne fais pas ça. J'ai pas pu le dire. J'ai pris l'inspiration et tout à coup, malgré le fait que j'avais pris une inspiration, j'avais plus d'air. Tout était bloqué, je ne pouvais plus parler. Et bien évidemment, la personne au téléphone, elle n'a rien entendu. Qui ne dit mot consent, elle a continué et elle m'a dit à très vite, monsieur Giraud, au revoir. Et elle a raccroché. J'ai même pas pu dire au revoir. Et toutes les journées, j'étais comme ça. Et toute la journée, j'ai engueulé mes guides. Je leur ai dit que c'était un suicide professionnel, qui me lançait dans quelque chose que je ne savais pas faire, que je n'avais jamais fait, je ne sais même pas comment ça marche. Et je leur ai dit, mais ils vont dire quoi les gens en face? Ils vont voir que je raconte n'importe quoi, que j'ai rien, que mais vous êtes con ou quoi? Voilà, je me suis adressé comme ça à eux. J'étais en panique. La seule réponse que j'ai eue, c'est tu n'es qu'un enfant. Vas-y, dévalorise-moi bien, continue. Ouais, super, c'est ça ton boulot de guide? J'étais vraiment en pétard. Mais 2 mois après, pendant les 2 mois qui ont suivi cet entretien, j'ai capté une dizaine de défunts. Je ne le voulais pas, hein. Les gens continuaient à me demander des voyances. Et dans la voyance, tout à coup, je capte une énergie. Vous avez perdu votre grand-mère il y a 2 ans? Oui. Elle était comme ça, comme ça, comme ça? Oui. Elle habitait une maison qui était comme ça? Oui. Pourquoi? Moi, je ne savais pas pourquoi. J'avais des infos. Je ne comprenais pas. Et j'ai compris qu'après. Et j'ai compris qu'en fait, mes guides, quand ils m'avaient dit tu n'es qu'un enfant, ils m'ont envoyé une image d'un enfant qui est dans sa chaise haute, maman qui tend une purée verte, et l'enfant qui dit non, j'aime pas. Et la maman qui répond, je t'en ai jamais fait, tu peux pas savoir si t'aimes pas. D'abord tu goûtes, si t'aimes pas, je te ferai autre chose, mais d'abord tu goûtes. Non, j'aime pas. Et l'enfant, il n'en invente pas, hein. Quand il a décidé qu'il voulait pas goûter, il goûtera pas, hein. Il va tourner la tête dans tous les sens, il va vous en foutre partout, mais il a décidé qu'il n'aimait pas, alors qu'il n'avait jamais goûté. Ouais, j'étais qu'un enfant. J'affirmais que je ne savais pas faire, j'avais jamais essayé. Comment je pouvais avoir la certitude de ne pas être capable de le faire, alors que j'avais jamais essayé? Et dans nos vies, on part du principe que si on ne l'a jamais fait, on ne sait pas faire. Et qu'est-ce que vous faites de votre pouvoir d'apprentissage, de votre pouvoir d'adaptation, de votre pouvoir créateur? On a des pensées limitantes.
Ah bah non, j'ai jamais fait, c'est pas fait pour moi. J'aurais bien voulu faire de l'art, mais bon, c'est pas pour moi. Et même si vous avez essayé un jour, ah mais j'ai essayé, c'était catastrophique, mais parce que vous croyez que l'art c'est comme ça? Il y en a qui naissent, c'est inné, hein, avec des capacités, ça vient comme ça. J'ai vu des vidéos de gamins à 3 ans, symphonie de Beethoven. Le gamin, il est inspiré, il le fait à la perfection. C'est pas donné à tout le monde. Mais tout dans la vie, c'est ou inné, ou ça se travaille. Au bout du compte, dans les deux cas, que ce soit inné ou que vous le travaillez, vous ne pouvez que progresser. Le tout, pourquoi vous le faites? Pour vous ou pour les autres? Il faut que ça vous plaise à vous. À partir du moment où ça vous procure de la joie, vous allez baigner dans des énergies positives. Et plus on est positif, plus on est joyeux, et plus on est généreux, et plus on fait le bien autour de soi. Plus vous êtes malheureux, plus vous êtes angoissé, plus vous êtes frustré, contrarié, plus vous allez vous renfermer sur vous-même. Et moins vous vous occuperez des autres. Vous direz de toute façon personne ne s'occupe de moi, donc j'ai déjà assez à faire avec mes problèmes, je ne vais pas en plus me charger des problèmes des autres. Mais il y a des fois, c'est 3 fois rien. Vous faites vos courses, vous voyez une personne qui essaye d'attraper quelque chose, elle n'est pas assez grande pour l'attraper, vous lui donnez gratuitement sans qu'elle ait eu besoin de vous demander. Bah, quand la personne, pour elle, ça peut être beaucoup. Si jamais personne ne se préoccupe d'elle, elle n'a même pas eu besoin d'ouvrir la bouche, vous êtes là pour elle. Elle est dans la gratitude, ça lui génère un sentiment positif, et bah, par empathie, ça vous aussi vous génère un sentiment positif. Quand vous critiquez quelqu'un autour de vous, la première personne à qui vous faites du mal, c'est vous-même. Parce que vous avez laissé vos pensées, vos vibrations, votre énergie. À une époque où j'étais révolté de cette société, où j'en avais marre, où je dénonçais tout ce qui se passait, mes guides sont intervenus. Ils m'ont dit, tu fais le jeu du mal. Quoi? Je fais le jeu du mal? Je dénonce ce qui est mauvais et je fais le jeu du mal? Mais pendant que tu en parles, tu génères des pensées négatives, des angoisses, tu angoisses ton entourage. Qu'est-ce que tu apportes de constructif et de positif? S'il y a le feu et que tu gueules au feu, au feu, au feu, tout le monde va être en panique. Tout le monde va paniquer. Tu combats pas du feu en y foutant du feu. Tu combats le feu avec l'élément contraire. C'est la même chose dans nos sociétés. Au lieu de dénoncer ce qui ne va pas, on devrait parler de la solution qui va redresser la situation. À quel moment on fait ça? Non, on fait que dénoncer, 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 dénoncer. Donc on n'a que des termes négatifs. Et on est dans une société de plus en plus anxiogène. Parlez des belles choses. Cultivez l'humour. Tournez les choses en dérision. Posez-vous cette simple question. Ce qui me met dans cet état de stress actuellement, cela aura-t-il de l'importance dans 5 ans, dans 10 ans? Quand vous arriverez en fin de votre vie, que vous ferez le bilan de votre vie, est-ce que la collègue de travail qui vous agace parce qu'elle a un tic, elle fait toujours des... Quand elle commence ses phrases, ah bah ce week-end, gna 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 gna. Et puis machin, gna 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 gna. Gna gna. Ouais, c'est agaçant sur le coup. Mais à la fin de votre vie, quand vous ferez le bilan, ça aura de l'importance, ça? Non? Ce qui sera important pour vous, c'est est-ce que j'étais un bon parent? Est-ce que j'étais un bon frère? Est-ce que j'ai bien œuvré dans ma vie? Je me prenais la tête avec mon père. Il fumait trop. L'odeur de cigarette, la fumée de cigarette, ça m'a provoqué des migraines quand j'étais petit. Je supporte pas la cigarette. J'adore mon père. C'est l'être que j'ai le plus aimé au monde pendant cette partie de vie. Il m'a inondé d'amour. En plein hiver, quand j'étais chez lui, bah, il y avait tellement de fumée de cigarette, j'aimais tellement pas ça, j'ouvrais la fenêtre. Bah, lui, il gueulait.
Ah, mon chauffage! Ah oui, c'était un petit ouvrier, il gagnait pas bien sa vie, donc quand il chauffait la maison, c'était pas pour chauffer la rue. Je lui disais, bah ouais, mais moi, l'odeur de cigarette, j'en ai marre, ça me fait mal au crâne, j'en peux plus. Ah bah t'as qu'à éteindre le chauffage! Bah t'as qu'à arrêter de fumer ou tu vas fumer dehors. 3 4 paquets de cigarettes par jour, hein. Fumer dehors, il aurait vécu dehors, plus dehors que dedans, hein. C'était un réflexe chez lui. Il finissait sa clope, il en prenait une autre, il allumait. C'était la seule fois où je me prenais la tête avec mon père. Mon père est décédé, j'avais 26 ans. Je donnerais n'importe quoi aujourd'hui pour qu'il me balance sa fumée de cigarette dans le nez. Voilà ce qui est réellement important. Recentrez-vous sur ce qui est réellement important. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous et pour les autres? Mais ça doit commencer par vous. Parce que si vous sacrifiez constamment pour les autres, un jour vous aurez le sentiment d'avoir tout donné, d'avoir rien reçu. Vous serez dans la tristesse. Un jour, mes guides, alors que j'étais très triste, parce que j'avais perdu quelque chose, mes guides m'ont dit, ne sois pas triste que ça n'existe plus. Réjouis-toi que cela ait existé. Tout est une question d'état d'esprit. Le verre n'est pas à moitié vide, il n'est pas à moitié plein. Il est. Et avec notre état d'esprit, notre libre arbitre, la manière dont on va diriger nos pensées, on va voir les choses ou positives ou négatives. C'est ça le libre arbitre. C'est je ne choisis pas ce que je vis sur Terre, mais je choisis comment je réagis par rapport à ce que je vis. Par rapport à la notion de pensée d'état d'esprit, quand je me suis séparé de mon ex-femme en 2011, j'étais dans un état lamentable. Je comparais ma vie d'avant avec la vie qui m'attendait. La vie d'avant, j'avais une vie remplie de famille, les enfants à la maison, une femme, et ma vie à venir, c'était quoi? Le vide, le néant. Plus rien. Un abîme. C'était, j'étais vraiment pas bien. J'ai tout merdé. J'ai pas réussi. J'avais qu'une seule hâte, c'est qu'on soit le soir pour aller me coucher, parce que je me disais, au moins pendant que je dors, je souffrirai pas. Le soir est arrivé, je suis allé me coucher. Impossible de dormir. Je ressassais, je ressassais, je ressassais. J'avais beau essayer de m'abrutir, à écouter de la musique, à regarder un truc à la télé, rien n'y faisait. J'étais que dans dans toutes ces pensées. J'avais plus aucun contrôle sur mon mental. Au lieu d'essayer de fuir, je suis allé me prendre une douche, je suis revenu, je me suis assis en tailleur dans le lit, les doigts appuyés contre le mur, j'ai médité, je me suis connecté à fond à mes émotions, à ce que je ressentais. Au lieu d'essayer de les fuir et de me distraire, j'ai plongé à fond dedans. Et quand j'ai vraiment fait le tour de la souffrance et de la douleur, je me suis adressé à mes guides et je leur ai dit, si vous pouvez faire quelque chose, quoi que ce soit, je vous donne carte blanche. Je ne savais même plus ce qu'il fallait que je demande. J'ai laissé mes guides maîtres. Ils n'ont absolument rien changé dans ma vie. J'ai pu m'endormir, le lendemain matin je me réveille, rien n'avait changé dans ma vie. Mais j'étais hyper heureux, j'étais hyper confiant. La situation était toujours la même. Avant, j'avais une vie remplie, devant, le vide, le néant. La seule chose qu'ils ont changé, c'est mon état d'esprit. Ils m'ont montré le devant, ce vide, ils m'ont donné un nouveau regard dessus. Ce vide, c'était plus un échec, c'était un nouveau départ. Un nouveau départ de construire tout ce que je pouvais, tout ce que j'avais envie, tout ce que je souhaitais, que je désirais, sans avoir quelqu'un à mes côtés qui allait me critiquer, parce que c'était pas conforme à ce qu'elle voulait. Tout à coup, ce vide, c'était la liberté. Voilà ce qu'ils ont changé. Tout est une question de regard, d'état d'esprit. La manière que vous avez d'appréhender votre vie quotidienne,
Vous pouvez l'appréhender positivement, de façon neutre ou négativement. C'est vous qui avez le choix. On a tous été formatés, conditionnés dans un système sociétal. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu travailles bien, tu mérites d'avoir des évolutions de carrière. Mais regardez la société telle qu'elle est aujourd'hui. Regardez qui sont les chefs, qui dirigent, les décisions qu'ils prennent. Ils méritent leur responsabilité. Quand on vous dit dorénavant, si vous prenez votre café debout, vous aurez une contravention. Vous êtes dans l'obligation maintenant de prendre le café assis. Et on a payé des centaines de milliers d'euros, le cabinet McKinsey, pour qu'il nous balance ça. Et on va appliquer. On va s'asseoir dans un café parce que le virus, il plane au-dessus. Je ne dis pas qu'il faut douter de tout, mais il faut reprendre, redevenir maître de ses pensées, réfléchir par soi-même. Avec la pensée, on peut faire des choses fabuleuses. C'est éprouvé scientifiquement. Donc là, ce n'est pas mon expérience, c'est ce que j'ai vu d'études scientifiques qui avaient été faites. Et il n'y a pas qu'une seule, hein, il y en a plein. Hein. Prenez un groupe de malades, ils ont tous la même maladie, un cancer de l'estomac. Vous les séparez en deux. À un groupe, vous donnez le vrai médicament en leur disant il y a peu d'espoir que ça vous soigne. À l'autre groupe, vous donnez un placebo en disant ce traitement a déjà fait ses preuves, il a 98% de taux d'efficacité. Et vous êtes positif avec ce groupe-là. Et vous êtes plutôt négatif avec l'autre groupe qui a le vrai médicament. Hein. Taux de guérison avec l'effet de placebo, 80%. Taux de guérison avec le vrai médicament, 40%. Ça n'a pas du simple au double. Il y a moins de guérison quand on donne le vrai médicament, mais qu'on apporte un discours négatif, que lorsqu'on donne un faux médicament, mais avec un discours positif. Quand vous êtes convaincu de vous-même, que vous êtes sûr à 100%, vous parlez avec confiance, vous êtes serein, grâce à la sérénité dans laquelle vous êtes, les gens vont capter l'énergie que vous dégagez, ils ne vont pas remettre en question ce que vous leur dites, même si c'est faux. À l'inverse, vous pouvez dire des vérités, mais si vous manquez de confiance en vous, la personne qui va vous écouter, vous entendre, quand vous manquez de confiance en vous, elle va le percevoir et elle-même, elle va commencer à douter de ce que vous lui dites, même si c'est la vérité. Et ça, j'en ai fait l'expérience. J'ai travaillé comme formateur informatique. La première formation que j'ai donnée à une classe, celui qui m'avait formé, son bureau était juste à côté. Il avait laissé la porte ouverte pour écouter ce que je disais. Pendant toute la journée, je fais la formation, mais comme c'était la toute première, je manquais de confiance en moi. Dans la salle, tout le monde m'a posé des questions. On m'a même posé des questions sur des choses que j'avais déjà affirmées 5 minutes auparavant. Il a fallu que je le réexpose, que je le réexplique. À la fin de la journée, Laurent, celui qui m'avait formé, il me dit j'ai rien à dire. Tu as animé la formation comme je l'aurais moi-même animée. Aucune faute, aucun hors-sujet. Il me dit j'ai rien à te dire. Du coup, ça m'a donné confiance. La deuxième fois que j'ai fait la même formation à une classe, j'étais sûr de moi. J'ai eu peu de questions par rapport à la première. Et à un moment donné, je vois un mouvement sur le côté, donc je tourne la tête, et Laurent me faisait comme ça. Temps mort. Ah, il y avait quelque chose à me dire. Je propose de faire une petite pause. Je vais le voir. Il me dit, c'est un tel qui t'a posé cette question-là. Je dis, je ne sais pas, moi je ne connais pas encore le nom des gens, je viens à peine d'arriver. Il me le décrit physiquement. Je dis, oui, oui, c'est ça. Il me dit, alors là, je suis étonné. Il me dit, ce gars-là, c'est un ancien comptable, un ancien expert comptable. Moi, je faisais des formations sur des logiciels de comptabilité.
il me dit, il nous prend de très haut systématiquement. Parce que nous, on n'est pas expert comptable. On s'y connaît en compta, mais on n'est pas expert comptable. Lui, parce qu'il a un diplôme, il nous prend de très très haut. Il passe son temps à dire qu'on est nul, à nous dévaloriser, à jamais être content, etc. Il me dit, là, il t'a posé une question, tu n'as pas du tout répondu à sa question. L'information que tu lui as donnée, c'est absolument pas la réponse à sa question. Je suis étonné qu'il ne t'ait pas humilié devant tout le monde. Il me dit, en fait, quand il t'a posé ça, il me montre sur le logiciel, il fait la réponse, c'est ça. Il faut qu'il fasse comme ça, comme ça, comme ça, et là, il aura le résultat qui laisse compte. Bon, on reprend la formation, et je fais ça de manière intelligente quand même. Je dis au gars, reposez-moi votre question. Il me repose la question, et je dis, alors, toutes mes excuses, j'avais mal compris votre question. Votre question, et là, je lui montre sur le logiciel, en fait, vous devez faire ça, 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 ça. Et le gars lui-même me dit, ah oui, là c'est cohérent, là ça me parle. Tout à l'heure, ça ne me parlait pas du tout, mais alors absolument pas du tout. Mais vous étiez tellement sûr de vous que, bon, bah, j'écoutais, j'ai cru. Donc, dans cette expérience, ça m'a fait comprendre que je manque de confiance en moi. Et pourtant, j'ai fait un parcours sans faute. Tout le monde a posé des questions. Tout le monde doutait. Tout le monde avait besoin d'être rassuré. Et la deuxième fois, convaincu, sûr de moi, je balance une énorme boulette et on m'a cru sur parole par rapport à ce que je dégageais. Pourquoi? Parce que j'avais confiance en moi. Encore une fois, c'est vos pensées. Vous demandez votre route à quelqu'un, à deux personnes. S'il y a une personne qui est hésitante et qui vous dit, alors, il faut prendre, vous continuez tout droit, il y a un carrefour, mais c'est pas encore celui-là, le deuxième à gauche. Ouais, vous prenez le deuxième à gauche. Si vous parlez comme ça, vous allez dire, oula, il n'a pas l'air de savoir de quoi il parle. Il y a quelqu'un qui passe derrière quand on ça, il fait, ah non, non, mais pour ça, c'est simple, tout droit, troisième feu à droite. Il est fort de lui. Troisième feu à droite, vous y allez et vous vous perdez dans la pampa. Et vous laissez influencer. C'est l'autre, il a l'air d'être sûr de lui, vous laissez convaincre. Moi, je dis à mon fils qui me pose des questions, il a 18 ans là maintenant, il commence à s'intéresser justement à tout ce qui est spirituel, à s'ouvrir, à réfléchir sur la vie, etc. Il me pose des questions et je lui dis, il m'a même demandé pour la toute première fois un tirage là en début d'année. Je lui en ai fait un. J'ai vu des merdes arriver sur le plan familial et on est en plein dedans. Et voilà, donc il me dit, bah maintenant je comprends pourquoi tu m'avais dit ça. Oui, bah je n'avais pas compris au moment où je lui avais fait le tirage, mais maintenant qu'on y est, bah oui, on comprend lui et moi. Mais je lui ai toujours dit, je dis, ce que je te dis là, tu dois l'écouter, mais tu crois pas. Et je lui dis, dans tout ce que tu vas apprendre dans la vie, dans tout ton parcours, tu dois pratiquer le doute raisonnable. C'est douter raisonnablement. Pas prendre pour vérité absolue et universelle quelque chose qui vient, mais pas non plus la rejeter à la corbeille. Je l'écoute, je vérifie. C'est ça le doute raisonnable. Je vérifie par moi-même. C'est le seul conseil que j'ai pu lui donner. Tout autre conseil ne lui serait pas adapté. Parce que tout autre conseil que je pourrais lui donner, ça serait issu de mon expérience par rapport à mon vécu, mon parcours et ma personnalité. Il a sa propre personnalité, il a ses propres perceptions, son propre mode de fonctionnement qui est différent du mien. Je n'ai jamais imposé quoi que ce soit à mon fils. Je ne lui ai pas dit, fais telles études, euh, apprends tes leçons correctement, etc. Non, je n'ai pas influencé. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons tous été formatés dans la société. Et ça commence dès le plus jeune âge. Avec les règles à la maison. Papa, maman. On veut faire plaisir à papa et à maman. On n'aime pas quand ils se fâchent. Donc on apprend à écouter papa, maman. Et on fait ce qui est bien. On est valorisé par papa et maman quand on est un gentil petit garçon ou une gentille petite fille. Les parents nous disent c'est bien. On confond très souvent faire et être. Là encore, vous définissez
en tant qu'être par rapport à ce que vous faites. C'est hyper restrictif. Votre métier, c'était quoi? Qu'est-ce que vous faisiez comme métier? Donc si je vous pose la question, c'est quoi votre métier? Vous me répondez, ok. À côté? Alors, essayez de faire une phrase complète, parce que là, vous ne facilitez pas la tâche. C'est un test dans lequel je veux que vous tombiez volontairement dans le piège, et puis vous passez à côté. Donc, si on doit faire une phrase complète, je vais faire avec vous, madame, votre métier dans la vie, qu'est-ce que vous... Je suis animatrice. Vous êtes animatrice. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait du verbe faire, elle me répond, je suis animatrice du verbe être. Voilà. Rien que dans le langage, vous voyez, c'est là où je voulais en venir. Bon, j'étais secrétaire, c'est le verbe être. Si vous me répondez simplement secrétaire, elle n'a pas dit, elle n'a pas non plus. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'on a tendance à se définir par rapport à certaines choses, mais ces choses qui vous définissent sont hyper restrictives. Vous n'êtes pas secrétaire, vous faites un travail de secrétaire, mais on prend des raccourcis. Mais les mots ont une résonance, une vibration, et comme dans tout l'univers, tout n'est que énergie et vibration, tout a une répercussion par rapport aux pensées que l'on peut émettre, à nos actions et à nos paroles, et même nos émotions. Le tout, c'est de se recentrer sur soi et de bien prendre conscience de comment, comment je suis conscient. Est-ce que je suis conscient ou pas? Est-ce que je pense ça par habitude? Est-ce que je l'ai vérifié? Est-ce que j'ai pris le temps, la peine de le vérifier? Et quand bien même je l'ai vérifié, cette information qui était vraie il y a 2 ans, il y a 2 mois, il y a 2 semaines, est-ce qu'aujourd'hui elle est toujours aussi vraie? Ce qui est vrai à un moment donné ne l'est pas forcément l'instant d'après. On ne peut pas tout prendre comme une vérité absolue et universelle. Se recentrer sur ses pensées. Qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'aime faire. Ça, ce sont des bonnes questions. Et la plupart du temps, ça fait tellement longtemps qu'on pense à l'extérieur et qu'on ne s'occupe pas de soi que je ne sais pas ce que j'aime. Par contre, je sais que ça plaît aux autres, donc je leur fais ça. Voilà, ça leur fait plaisir. Oui, mais toi, est-ce que ça te fait plaisir? Pas spécialement, mais en même temps, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Voilà, on s'est mis tellement de côté qu'on n'a plus l'habitude de réfléchir à ce qu'on voudrait pour soi. Se recentrer sur soi. La pensée est créatrice, et en cultivant les bonnes pensées, vous vous mettez dans une situation sereine, vous cultivez de bons sentiments, et en étant dans de bons sentiments, vous serez beaucoup plus heureux. Et encore une fois, pas en dénonçant des choses qui vous sont désagréables, sinon vous faites le jeu du mal, vous avez un discours négatif. Il faudrait avoir une communication positive. Un exemple qui est tout bête, j'ai la fâcheuse manie d'arriver en retard. Si à chaque fois je dis tout le temps je suis désolé d'être en retard, je suis désolé d'être en retard, je suis désolé d'être en retard, les gens qui vont entendre je suis désolé d'être en retard, au bout d'un moment c'est négatif, hein, ils vont en avoir ras-le-bol et ils vont vous envoyer chier. Maintenant, si vous dites je te remercie de m'avoir attendu, je te remercie de ta patience, je te remercie de ta tolérance. Ben oui, mais pourtant on parle exactement de la même chose. Mais ça va pas, vous allez faire naître un sentiment dans la personne qui vous écoute qui va être complètement différent. Je suis désolé. Non, remercier. Tout commence par la pensée. Mais il faut redevenir maître de nos pensées. Il y a une dernière chose que je voulais dire. Quand j'ai donné cet exemple-là, j'avais autre chose qui m'était venue. Il est quelle heure? C'est l'heure? C'est pour ça qu'on me l'a retiré alors. Bon, je sais plus. Euh, bon, quoi qu'il en soit, tout découle de votre pensée, de votre manière de penser.
vous générez des émotions. Ces émotions vont faire réagir votre corps et vont entraîner des réactions. Et ces réactions vont entraîner des répercussions dans ce que vont voir les autres et dans leurs propres réactions. Ouais, je vais finir avec ça. Plus jeune, j'ai travaillé dans un centre de loisirs, animateur dans un centre de loisirs. À la cantine, on demandait aux enfants de parler calmement. Une grande salle avec 150 gamins qui parlent 6/, c'est une cacophonie. Et moi, j'avais l'habitude de dire aux gamins, moins fort, chut, on n'entend que toi. Et un animateur dans la table derrière moi était à côté. Sa table, ça commence à être le boucan. Il n'a pas dit chut, il n'a pas dit taisez-vous, il n'a pas dit moins fort. Non, il a commencé à chanter. Mais il a chanté tout doucement. Bon, les gamins qui parlaient fort, ils n'entendaient pas, hein, mais l'animateur qui était là, lui, il est là, il regarde son camarade, il parle fort, gna 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 gna. Mais l'autre qui regarde comme ça, il regarde son camarade, mais en même temps, il voit l'animateur. Donc du coup, son copain, il est intrigué, il penche la tête. Celui qui parle, il se retourne parce qu'il voit que le copain regarde quelque chose. Il entend l'animateur, mais du coup, toute la tablée, ça s'est propagé à toute la tablée, et toute la tablée écoutait l'animateur. Et à la fin, ils ont pu tous entendre qu'il chantait Promenons-nous dans les bois, pendant que Loulou n'y est pas. Voilà. C'est reprendre le contrôle de nos pensées pour reprendre le contrôle de nos émotions, de nos réactions. C'est pas une mince affaire. Hein. Aujourd'hui, on est plutôt dans la justification. Ouais, mais j'ai fait ça parce qu'il a réagi comme ça, il a fait ça. Ok, d'accord. Mais c'est votre choix d'avoir eu cette réaction-là. C'est où vous réfléchissez par vous-même et vous cassez le processus, ou vous répondez à un processus d'agression. Que je vous énonce une vérité en criant, la vérité ne sera pas plus ou moins vraie que si je vous la chuchote. Et ça, je viens de le capter en direct. Quelqu'un qui vous parle de façon négative et agressive, vous pouvez très bien lui dire, mais tu sais ce que tu es en train de me dire, que tu me le dises en criant, que tu me le dises calmement, je comprendrai. Dans les deux cas pareil, je comprendrai. Mais je n'aurai pas la même réaction. Et à mon avis, si tu le dis plus calmement, plus posément et plus respectueusement, il y a de grandes chances que je réagisse beaucoup mieux. Rien que ça, vous énoncez ça, ça va forcer la personne à réfléchir. Il y a de grandes chances que la personne vous dise « Mais je t'agresse pas là, qu'est-ce que tu me racontes ?» Parce qu'elle ne s'en rend pas compte. Mais après coup, sa réflexion va la poursuivre. Et après, elle se dira « Ouais, c'est vrai que j'ai été un peu brusque. » Et elle reviendra, puis elle présentera ses excuses. Alors que si vous dites « Oh, ça va, t'as pas à me parler comme ça, je suis pas ton chien. » Bon bah, vous continuez, c'est de la surenchère. On joue une partie de poker, et on surenchérit. Se recentrer sur soi. Ne pas se laisser envahir par l'extérieur. Merci de votre attention. Merci.